Bonjour, donc l'objet de cette communication, ça va être de vous présenter une expérience professionnelle en milieu scolaire avec des élèves d'une classe ordinaire et des élèves d'une classe spécialisée qui à l'époque s'appelait encore une CLIS. Aujourd'hui on parle de ULIS. Et donc l'expérience que je vais vous montrer, c'est une expérience qui vise une inclusion totale, c'est-à-dire 12 élèves de CLIS avec 24 élèves de CM1 ensemble à pratiquer ensemble. Alors ça a été l'ambition. La démonstration que je vais vous faire, on s'est appuyé sur l'enseignement de la danse et nous avons cherché à prendre en compte les différences entre élèves, voire à les sublimer en cultivant l'art de la différence. Donc notre démarche, elle développe des relations interpersonnelles par des choix tant sur le choix de la PSA support que de son traitement. Vous verrez qu'on a choisi le choix d'une démarche créative et la valorisation des bonnes idées, c'est-à-dire toutes ces idées que les élèves ont qui sont originales, celles que personne d'autre n'a trouvées. Et on verra ensemble que c'est nos élèves de CLIS qui vont être pourvoyeurs de tous ces mouvements-là. Ensuite, nous avons travaillé sur une matérialisation de la rencontre, comment amener des élèves à se rencontrer de manière fortuite, puis après de manière volontaire et prolongée, par un travail d'aménagement du milieu, mais également l'exploitation d'outils transitionnels, d'objets transitionnels. Et enfin, nous avons fait le choix d'une démarche coopérative, voire coopérative, du groupe Coopération dans lequel je fais partie, qui va prendre ses racines dans la variabilité de certaines variables comme l'intérêt partagé, la réciprocité des apports, etc., que je vous présenterai en fin de séquence. Donc ce travail, il a été mené quand j'étais conseillère pédagogique départementale du premier degré dans le groupe EPS premier degré du Var. Et nous avions créé une commission inclusion. C'est pas rare que la commission inclusion soit rattachée directement avec l'EPS. Et je salue en cela M. Margas, dont je suis fan absolue, et c'est placé, et qui a montré la forte valence inclusive de l'EPS. Donc s'interroger sur la place de l'EPS, c'était pour nous une évidence, mais on s'est aperçu que ça n'était pas une évidence sur le terrain. C'est-à-dire qu'on verra ensemble que c'était plutôt l'endroit où on avait tendance à ne pas inclure les élèves. Donc nos enjeux, quand nous avons regroupé l'équipe, c'était de favoriser l'égalité des chances, donc faire en sorte que tous nos élèves soient en situation de réussite, de développer la participation active des élèves, mais également leur autonomie, c'est-à-dire on a demandé progressivement à l'AESH de disparaître de l'histoire. Voilà. Et ensuite de promouvoir, comme on le disait tout à l'heure, l'acceptation des personnes en situation de handicap. Donc comme on l'a vu, sur le terrain, on a le pire comme le meilleur dans le cadre de l'EPS. Alors il y a une recherche de Watelin et Tante qui tend à montrer que on a les meilleurs profs inclusifs dans l'EPS et on a aussi les meilleurs profs exclusifs dans l'EPS, c'est-à-dire l'idée de ne pas faire pratiquer l'élève par protection de cet enfant, ce qu'on a vu. Et on a vu surtout des enseignants intégratifs. Et donc, ces enseignants intégratifs avaient tendance soit à insérer les élèves. Nous avons vu, par exemple, pour des élèves atteints pour des élèves autistes, que l'élève avait en danse, il mettait play ou pause. Voilà, il était là, à côté. Souvent, on voit arbitre, etc. On avait surtout des enseignements d'intégration dus justement peut-être à la présence de l'AESH où on a ces enseignants qui vont déléguer le travail à l'AESH et puis c'est par exemple tu peux faire travailler les passes, tu peux et moi lors d'une de mes expériences à un moment les élèves avaient à créer un mouvement, mes élèves autistes avaient parfaitement réussi mais inconsciemment ou consciemment l'AESH avait pris le petit groupe. Et c'est qu'une fois à la maison, quand j'ai regardé les vidéos, que ça m'a explosé à la figure et je m'en voulais de ne pas avoir repéré cette forme de prise de l'AESH, mais plus pour protéger aussi et pour permettre une adaptation. Ensuite, on le voit souvent aussi une forme d'intégration avec l'idée du malgré que. On va prendre cet élève-là, et souvent on voyait que les profs avaient tendance à proposer des sports co, et pour que ça marche, vous êtes tous obligés de passer à Hugo.
Donc notre ambition, nous, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, donc là, je reprends la classification d'entrée, coquute, étante et middlé, qui est juste remarquable. Et nous, c'était cette partie de droite du tableau qui nous intéressait. Et donc, cette idée d'égalité des chances, donc faire en sorte que nos élèves soient en réussite, vous verrez que nous, c'était aussi la classe dite ordinaire. Parce qu'en vrai, ce n'était pas une classe ordinaire du tout, c'était une classe avec 7 élèves suivis par la psychologue, avec des troubles du comportement qui amenaient certains autres élèves à l'hôpital, par exemple. On avait donc ça passe par l'adaptation du dispositif. Vous verrez que nous sommes partis sur la matérialisation au départ pour aider les élèves, les 6 élèves autistes de la classe, à pouvoir se repérer dans l'espace, puisque c'est quelque chose qui est fondamentalement important pour eux. Et c'était la même chose, on s'est aperçu que ça avait favorisé la mémorisation pour les autres élèves. Enfin, on a mis au cœur de notre travail l'interaction entre les élèves, d'où l'art de la rencontre. Tout notre travail, c'était autour de la rencontre. Et enfin, et c'est pour ça que je l'ai mis en vert, notre priorité absolue, c'est la réciprocité des apports. Et c'est en cela que je vais essayer de montrer que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des bénéfices pour les élèves en situation de handicap, mais également pour les élèves de la classe ordinaire. Et dans cette expérience, grâce à la présence des élèves en situation de handicap, nous avons réussi que des élèves de milieux défavorisés qui ont tendance à avoir une forte stéréotypie des mouvements dans la danse s'éloignent progressivement du réel, osent faire avec les autres, osent faire devant les autres et acceptent des propositions de mouvements de personnes qui sont éloignées de leur sphère amicale, ce qui était pour nous un vrai défi. Donc ça a passé par un travail sur la phase de diversification dans la démarche de création, c'est-à-dire que dès le départ, tout est fait sur l'échange de mouvements, on doit offrir les mouvements aux autres, la création d'un répertoire commun, mais aussi sur la phase d'enrichissement, où un élève proposait et les autres répondaient par des « et si ». Et si on faisait comme ça? Et si on faisait comme ça? C'est-à-dire que c'est jamais l'élève qui transformait par lui-même le mouvement, et on a appelé ça l'art du métissage. Pourquoi on a choisi cette expérience aussi? Parce que dans le Var, on avait constaté que les classes étaient souvent à part. Alors même architecturalement, hein, on a une école Jean Jaurès, vous savez, ces classes qui sont autour de la cour. Et ben dans cette école, la classe n'était pas autour de la cour, c'était l'ancien réfectoire. Systématiquement, elles n'étaient pas au même étage. Donc on s'est dit, bon ben, comment faire? Et donc le défi, c'était l'intégration totale. C'est-à-dire 100% de mes élèves de CLIS avec 100% de mes élèves de CM1 de la classe ordinaire. Alors, je vais vous montrer une des expériences qu'on a faites, parce que c'est celle qui nous a permis de dire oh, « ça marche », parce que c'était l'enfer au départ. Quand j'arrive avec ce projet, avec mon équipe, dans cette école, on me refuse le projet d'inclusion totale en disant « pourquoi ?» Parce qu'il y a 7 élèves de la classe ordinaire qui pose un vrai problème. L'enseignant me dit non, moi j'y vais pas, je mets pas en danger les élèves de CLIS. L'enseignante de CLIS qui me dit non, moi je mets pas mes élèves en danger, en plus cette année j'ai 6 élèves, voilà, celui-là tu peux pas toucher dans le dos, celui-là il accepte pas les contacts visuels, celui-là, donc non, tu vas les mettre en danger. Donc une négociation est passée et donc vous verrez qu'il y a dans la vidéo, il y a 4 séances que je fais vivre dans chacune des classes pour un peu rassurer les enseignantes. Et donc, j'ai déjà une forme d'inclusion, mais en termes de réussite de tous. Et au bout des 4 séances, elles ont accepté cette rencontre. Et je vais vous montrer que ça, je les en remercie, hein, mais voilà, ça a marché. Et après ça, on a osé encore plus. Alors l'idée, c'est une rencontre aussi autour des objets. Et on a amené les élèves à faire des chemins de danse. Donc, ils ont été amenés à faire parmi les autres, puis avec les autres. Avec les autres, c'était cette nécessité de s'attendre mutuellement sur nos chemins de danse qui se croisaient, qui se rencontraient. Et puis après, comme les autres, où on a créé notre chemin de danse collectif à l'intérieur de la classe. Et enfin, le troisième grand axe, oser l'extraordinaire, eh bien oui, nous avons survalorisé les bonnes idées. Oh, quelle bonne idée tu as eue? C'est « Ah mais on n'y avait pas pensé, tiens, on va reprendre cette bonne idée ». Et cette survalorisation de la différence, on pense que c'est un des ancrages de notre peut-être réussite. Je vous montre une petite vidéo
Donc c'est le début de la CLIS. Je vous amène à regarder Lorenzo, il est là. Donc on voit la VS, là c'est la maîtresse. C'est le premier jour, je ne les connais pas bien. Et Lorenzo va spontanément se mettre à part. Donc j'ai voulu vous montrer un petit peu ce travail. Donc vous voyez par exemple l'exploitation de l'objet transitionnel. Je dois te donner l'objet pour que tu puisses partir. Vous avez vu déjà que dès le départ, ils ont des idées originales qu'on n'aura pas chez les élèves ordinaires. Tout de suite, ils trouvent des solutions. C'est la boule d'énergie, je te donne la boule d'énergie et tu pourras à ton tour aller l'offrir à quelqu'un. Et Lorenzo, il met du temps, il ne vient pas dans l'histoire. Donc on voit le travail de persuasion ici de l'AVS. Hop, il se lance dans l'aventure. Vite, il va donner l'objet. Et puis on voit, là j'ai fait une petite coupure, mais on voit que régulièrement les autres élèves vont l'inviter à venir dans l'histoire et il va rentrer progressivement dans l'histoire. Ensuite, ça, je vous rappelle que c'est des élèves qui refusaient le contact physique. Donc là, on supprime l'objet transitionnel et on voit que discrètement, ils utilisent un autre objet transitionnel. Par exemple, ici, c'est le mur. Donc Lorenzo va rentrer dans l'histoire et en réalité, je dois aller libérer un copain en me mettant à côté de lui pour qu'il puisse à son tour avoir un mouvement. Ici, on était parti d'une forme et on devait les uns avec les autres reprendre la même forme et créer un contact avec les autres. Et ces élèves-là ont créé un magma et on voit que Lorenzo, il commence à accepter l'histoire. Donc je l'ai pris lui, j'aurais pris un autre. Et là voilà un fameux moment de bonnes idées. Je demande de faire la même forme et d'aller créer un contact. Oh là, regardez la bonne idée qu'il a eue. Il fait la même forme mais il l'a fait sur le côté. Et voici le premier jour de rencontre. Donc ici, on avait fait une mise en disponibilité où chacun devait inventer son propre moment, son prénom de danse, et chacun va les offrir aux autres. Ce qui se passe, qui a permis aussi la rencontre, c'est que les deux groupes ont vécu la même histoire. C'est-à-dire que les deux groupes avaient les mêmes mises en disponibilité. Ici, vous voyez que par la disposition des plots, rouge, jaune, etc., les élèves vont être amenés à se rencontrer de manière fortuite. Et puis on reprend le fameux jeu de la transmission de l'énergie. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, je l'ai ramené directement à la phase finale. Vous voyez ici une démonstration et je vous invite à chercher Lorenzo. Sur le coup, j'ai eu très peur quand j'ai choisi la vidéo. Je ne le retrouvais pas. Normalement, il était souvent à part. Et bien, vous voyez, il est ici. Il est en train de danser avec les autres, comme les autres. Et donc là, c'est une démonstration en charivari qui se termine ensuite par une photo finale où les élèves vont devoir s'accorder ensemble pour trouver leur place. Je rappelle que c'est une classe de zone sensible avec des élèves très difficiles et une classe de CLIS. Et voilà Lorenzo 1 an après. Alors quand on parlait de stigmatisation, et c'est vrai, ici c'est justement l'art de la différence. Comme on recherche la différence, je vous invite à chercher dans la vidéo qui était, au moment de la chorégraphie finale, qui étaient les élèves du LIS. Alors ce qui m'est arrivé, moi j'ai fait une autre expérience où j'ai arrivé et j'avais 44 élèves devant moi et on ne m'a pas dit qui était CLIS, qui ne l'était pas. Et à la fin de l'heure, on me dit alors c'était qui? Et j'ai fait tout le long. Tous les élèves que j'ai repérés en difficulté, des élèves ordinaires, très complexés et qui avaient tendance à faire des mouvements très stéréotypés. Et ils m'ont dit c'est simple, tu dis, c'est tous ceux à qui tu as dit quelle bonne idée. Donc en valorisant la différence, on pense aussi qu'on valorise et on permet la réciprocité des apports. Les résultats, on les a fait à partir d'observations vidéo. On a filmé toutes les leçons et on s'est focalisé sur les comportements sociaux des élèves et leur transformation de leurs compétences artistiques. C'est-à-dire qu'au-delà des interactions, nous visions aussi une transformation en lien avec les programmes. Donc on a regardé la capacité des élèves à proposer des mouvements extraordinaires, à rendre reproductibles leurs mouvements, à le rendre transmissible, c'est-à-dire à être capable de le donner et à l'offrir à un autre, à accepter de danser devant les autres et avec les autres, et à accepter les prestations de ses camarades. Voilà ce que nous avons observé. Et donc les résultats montrent que des élèves qui étaient isolés initialement ont participé à l'activité, on le voit dans le cas de Lorenzo, et y ont pris du plaisir.
La deuxième chose, c'est qu'on a des élèves de la CLIS qui sont des créateurs privilégiés. On a compté leur nombre de mouvements extraordinaires, c'est-à-dire de mouvements, oh, quelle bonne idée. Mais on a remarqué aussi, et c'est là que c'est extrêmement remarquable pour eux, c'est que les élèves sont rentrés dans des contacts sociaux, mais surtout des contacts physiques. Je vous rappelle, c'était des élèves qui ne supportaient pas le contact. Nous avons aussi des élèves, donc les fameux élèves difficiles de la classe ordinaire qui ont accepté les propositions de tous et accepté de se produire devant les autres, ce qui était le défi de l'Instit qui avait accepté de nous donner la classe, et ils ont accepté aussi des mouvements en dehors de leur sphère amicale. On a essayé d'extraire des invariants de cette démarche qu'on a ensuite essayé de faire dans d'autres classes, et donc le premier invariant, c'était le choix de l'activité. On pense que la danse est peut-être un choix qui peut permettre, qui aurait une forte valence inclusive. On pense que son traitement, c'est-à-dire à valoriser la démarche créative et valorisation des bonnes idées. Ensuite, vous verrez que le travail de mise en disponibilité, c'est-à-dire cette préparation à travailler avec les autres, a été fondamentale. La matérialisation qui a favorisé la rencontre et bien sûr notre démarche coopérative, voire coopérative. Donc le choix de l'activité, c'est pas moi qui le dis, c'est les programmes maternels, communiquer avec les autres, les programmes, quel que soit le cycle, s'exprimer devant les autres par une prestation. Donc il y a le devant les autres, par, pour les autres, qui est au cœur de la danse. Souvent le choix, on l'a vu, c'était des performances, des activités performatrices qui étaient choisies par les enseignants. Or nous, ce que nous souhaitions, au regard de la spécificité de notre CLIS, c'était qu'il y ait des rencontres affectives. Et on a pensé que la danse permettrait peut-être plus facilement cette rencontre par la forte non-dépendance du résultat, contrairement au jeu co, où si tu as le boulet de service dans ton équipe, tu n'es pas content. Et donc souvent, l'élève en situation de handicap est celui qui est reconnu comme celui qui va nous faire perdre. On avait voulu aussi valoriser la différence, encore une fois, avec cette idée aussi d'éduquer à cette différence, qui est un des enjeux de l'inclusion. Mais aussi, c'était la rencontre à l'autre, qui était destinée aussi à nos élèves de CLIS. Et donc, on pense que ce choix d'activité a peut-être permis ces trois axes. Alors, on a un peu piqué l'idée, entre guillemets, de l'art de la rencontre avec Montalvo-Hervieux, qui parle de la danse. Montalvo-Hervieux, c'est deux chorégraphes qui parlent de l'art de la rencontre, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent une consigne à des danseurs, et chaque danseur y répond à sa manière, avec sa technique, son histoire de danse. Et c'est en ça que ça nous avait aussi lancé sur cette piste. Alors l'organisation spatiale, vous l'avez vu, les objets comme transitionnels, ça va être fondamental, mais aussi nous avions construit l'espace comme un espace de rendez-vous. On passait donc d'espaces de rencontre à des espaces de rendez-vous. C'est-à-dire qu'au début, chaque élève avait tiré au sort 2 objets. On verra que les objets aussi avaient une importance pour créer la rencontre. C'était des objets inducteurs, mais qui amenaient à une induction collective. C'est-à-dire qu'on trouve des mouvements ensemble. C'est une chaise, c'est un carton, c'est des objets qu'on va manipuler ensemble. Le carton, tous les enfants sont rentrés dedans. Voilà, on n'a pas pris un petit carton, par exemple. Et donc, ces espaces de rendez-vous. Donc ici, je vous ai mis... on a eu la chance, nous, dans le Var, d'avoir une IME au sein d'une école maternelle pour des élèves autistes. Et donc, on a continué cette expérience autour de la matérialisation. Et là, vous avez les cas. Donc, par exemple, parmi les autres, c'est les élèves qui doivent marcher sur un fil de funambule et trouver des mouvements. Et d'un seul coup, ils croisent les autres. Et puis, progressivement, c'est avec les autres, parce qu'il y a un très, très grand fil qui nous ramène dans une maison. Ici, c'était la maison jaune, et on doit rentrer dans la maison, et on voit progressivement cette maison qui va se rapetisser pour permettre aussi la rencontre. Dans notre expérience ici, le parmi, c'était, j'ai mes 2 objets, je pars de chez moi, de ma petite maison, je vais à première maison objet, puis je vais au 2e objet, et je reviens. Et très vite, ils vont s'apercevoir qu'il y a des gens qui avaient les mêmes objets qu'eux. Donc ensuite, c'était, mais avant de partir, t'attends. Tu es obligé d'attendre l'ensemble de tes copains qui avaient rendez-vous dans la maison. Et ensuite, on doit avoir un contact avec l'objet. Et ensuite, Franck, il a un contact avec l'objet, et l'ensemble des autres élèves doivent le toucher pour pouvoir recevoir l'énergie.
puis l'objet disparaît. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cet objet, pardon, et ensuite l'objet disparaît. Donc on garde la statue qu'on avait fait sur la chaise, mais sans la chaise. Voilà, c'était ça. Donc ça, ces moments deviennent des espaces fortuits, des espaces ensuite de rendez-vous. Je t'attends et je vais faire quelque chose avec toi. Donc la matérialisation, elle a été fondamentale. Les mises en disponibilité, comme on s'échauffe, eh ben, il faut qu'on se prépare à coopérer ensemble. Donc on apprend à coopérer ensemble et donc il faut penser les rencontres des élèves. Donc on a pensé les élèves, est-ce qu'ils vont être partenaires? Donc on a fait beaucoup de travail d'écoute. Si l'un de nous s'arrête, par exemple. Si l'un de nous s'arrête, il faudra qu'on s'arrête. Mais aussi beaucoup de travail de toucher, de contact. Vous l'avez vu avec la boule d'énergie qui devient ensuite « je suis la boule d'énergie et c'est moi qui te donne l'énergie ». Un travail aussi sur le regard. On a fait beaucoup de jeux, il fallait prendre des informations sur les autres, retrouver quelqu'un pour apprendre à se regarder. Et ensuite, des situations où il faut accepter la frustration, accepter que notre idée ne soit pas gardée, et entre autres sur les photos où il faut se regrouper très rapidement sur des moments flash. Ce qu'on a constaté sur ces mises en disponibilité également, c'est que l'organisation spatiale de ces mises en disponibilité, elle est très importante. Quand on est en dispersion, comme ici, on a des élèves, voilà, pardon, je n'avais pas coupé le son, on a des élèves qui vont être plutôt à l'écoute les uns des autres et c'est vraiment des situations de rencontre à l'autre. Alors que quand on est en cercle, à la fois c'est le moment où on est regardé et qu'on a un peu peur, mais c'était vraiment les moments de transmission de mouvement et donc on parlait d'offrir le mouvement. Viens m'offrir un mouvement, va lui offrir un mouvement et très vite les élèves, on voit qu'ils sont amenés à rendre reproductibles leur mouvement, à les rendre transmissibles. Et je vais aller ensuite sur les variables. Donc ça, c'est un regard qu'on a construit avec le groupe Coopération. Et on a essayé de regarder, vous vous souvenez, hein, c'est des élèves qui ne coopèrent pas dans la classe dite ordinaire. Et donc nos variables ont servi aussi bien aux élèves en situation de handicap qu'aux élèves dits en difficulté sociale. Et donc on a pensé qu'il fallait varier le plus possible les espaces de rencontre et les moments de rencontre. Donc on a défini 7 curseurs sur lesquels on a pu jouer comme des disques jockeys, là, comme Régis qui, sur sa tablette, va jouer avec les curseurs. Mais on a cherché, comme lui, à ne pas mettre tous les curseurs en haut, parce que sinon, ça fait une sacrée dissonance. Mais l'idée, c'est de faire que les élèves se rencontrent sur tous ces curseurs. Donc, le premier curseur, c'est celui de l'intérêt partagé. Sans projet commun, pas de coopération. Donc on a repris pour un travail d'entrée de neuve qui a démontré qu'ils ont proposé en classe de SECPA de créer une chorégraphie collective. Ils ont fait une démarche collaborative et une démarche coopérative. Dans la démarche collaborative, les élèves doivent créer 4 mouvements avec un des élèves de SECPA, mais on n'impose rien. Dans la démarche coopérative, c'est chacun doit donner un morceau du puzzle, chacun doit participer. Et ici, dans notre démarche, ce que vous avez vu, c'est que chacun des élèves a fait une proposition dans le mouvement commun qui termine. Donc, pour cela, on a demandé qu'il y ait un unisson, qui était du coup un moment qui allait nécessiter un lien fort de dépendance. Et ensuite, donc c'est comme ça, et donc c'est en passant de parmi à avec des premiers temps de coopération, à comme que cette construction progressive de l'intérêt partagé s'est faite. Donc on n'a pas monté tout de suite le curseur à fond. Alors c'est plus ou moins relatif en fonction des âges. Par exemple, c'est les élèves de maternelle, c'était l'appropriation d'un même espace de danse, ce fameux long fil de funambule. Quand je devais rentrer à la maison de notre groupe, je devais passer par ce long fil et donc je devais être amenée à suivre un autre, suivre les autres en utilisant le même mouvement que mon groupe. Et donc les espaces de co-construction, on les a valorisés par un métissage des réponses, c'est-à-dire qu'il y a une réponse spontanée et quelqu'un d'autre va aller la triturer, la transformer pour permettre son acceptation. Le deuxième curseur, c'est le curseur de dépendance.
Souvent, on utilise, je vous dis, les sports co où la dépendance à l'autre est très importante. Ici, on va monter progressivement le curseur de la dépendance, et donc c'est le passage du parmi à avec les autres qui a permis ce passage. Je peux repartir que quand vous êtes tous là. Mais c'est une dépendance relative, parce que j'arrive comme je veux et je repars comme je veux. Puis, progressivement, on a augmenté ce curseur de dépendance puisqu'il fallait trouver une forme commune autour de l'objet commun. Et ensuite, quand j'arrivais un peu avant les autres, je prenais déjà ma forme commune et on avait comme un système de Tetrix qui se mettait en place. Souvent, pour les préparer à cette dépendance, c'est passé par des jeux de mise en disponibilité où on est de plus en plus dépendant de la réponse de l'autre. Dans, par exemple, les situations de contact, il fallait que j'offre 2 contacts différents sur mon partenaire, mais en plus, je n'avais pas le droit qu'il soit symétrique et je n'avais pas le droit d'utiliser, donc je ne pouvais pas faire coude à coude, pied à pied, mais je n'avais pas le droit d'utiliser aussi 2 parties de mon corps les mêmes, et en plus, je n'avais pas le droit, donc du coup, d'offrir la même partie de corps. Et donc, on voyait des gamins qui, au début, arrivaient avec des contacts sans regarder l'autre, à des élèves qui arrivent sur cette statue, qui commencent à se regarder, qui prennent du temps à la rencontre. Et ça on pense que c'est aussi un des moyens de faire réussir cette rencontre. Et ensuite, on a vu que la dépendance, elle a obligé les élèves à adapter leurs mouvements aux autres. Ça, c'était pour les élèves dits difficiles. Et ils ont arrêté de faire les fameux rabouli chiqué ténari boule carré rabouli kera tébeur, c'est-à-dire ces mouvements que personne d'autre ne peut faire. Il n'y a que moi qui peux dire rabouli chiqué ténari boule carré rabouli kera tébeur. Voilà, c'est un mot familial. Et pas venir dans ma famille. Et donc, on a la nécessité de rendre son mouvement simple comme bonjour. L'autre curseur, c'est l'idée d'une réciprocité, puis d'une non-réciprocité. C'est-à-dire que ce qui est rigolo, c'est que les élèves de CLIS, eux, n'attendent rien en retour. C'est-à-dire ils étaient dans le don total de leur mouvement. Alors que les élèves de la classe ordinaire, eux, avaient tendance à venir et dire « tu dis, il m'a piqué mon mouvement, il m'a piqué ma bonne idée ». Alors que les élèves du lycée avaient envie qu'on prenne leurs bonnes idées. Donc, c'est d'amener d'abord par une réciprocité, c'est-à-dire il t'offrira quelque chose en retour, vers un véritable altruisme qu'a offert cette classe, où chacun va offrir ses bonnes idées aux autres, et donc on offrait un mouvement à l'autre groupe. Donc chaque groupe a été amené à danser un mouvement offert, une bonne idée qui avait été créée par l'autre groupe. Bien sûr, la forme de groupement, elle a été fondamentale. Très rapidement sur cette partie-là, on est passé de rencontres fortuites à des rencontres prolongées. Donc dans les mises en disponibilité, les élèves avaient tendance à aller d'abord vers leurs copains. Donc par des jeux où beaucoup d'élèves sont en mouvement, tu es amené à rencontrer de plus en plus de personnes. Par le jeu du padi-pado, c'est-à-dire elle fait un mouvement, je fais un mouvement, on s'offre nos 2 mouvements, mais quand je pars avec son mouvement et le sien, et je te rencontre toi. Et du coup, toi tu arrives avec ton mouvement, donc tu repars avec 3 mouvements, puis toi tu repars avec 4. Et donc on a amené les élèves à faire les mouvements des gens qu'ils n'avaient pas rencontrés spontanément. Et puis bien sûr, la matérialisation, elle a favorisé aussi cette rencontre par un tirage au sort du 2e objet. Alors en cela, ça rejoint les travaux de Konak. Konak, il dit qu'il y a toujours, quand on crée les groupes affinitaires, il y a toujours le fameux groupe mort, le groupe de la mort, il appelle ça. C'est-à-dire le fameux groupe où il n'y a personne qui peut se saquer parce que personne... Et puis... Et là, donc lui, il a prouvé que si vraiment à un moment tu veux que les élèves ne soient pas... le tirage au sort permet une coopération acceptée. C'est-à-dire que les élèves qui acceptent la coopération quand elle a été tirée au sort. Je ne vous cacherai pas que des fois, on trichait un petit peu au moment du tirage au sort. Allez, mais justement, cette coopération, elle nécessite aussi une réflexion sur le temps de cette coopération. Et donc ici, on passait de temps de collaboration très très court, je t'offre mon mouvement, tu m'offres mon mouvement, à des vraies discussions dansées sur justement l'accumulation des mouvements dans les mises en disponibilité, puis progressivement des discussions autour de notre chemin de danse. Et on sait que plus le temps de collaboration est long, et plus ce sera dur, donc il va falloir penser toujours ce temps pour amener
au départ à des rencontres fortuites autour de cet objet. Je suis en train d'arriver, tiens, tu étais là, je ne savais pas que tu avais le même objet que moi, voilà, et puis on repart. Ah, bon, maintenant je suis obligée de t'attendre, je suis obligée de discuter avec toi et de te rencontrer plus longuement. C'est la même chose dans le jeu du contact. Au début, ils ont tendance à toucher presque comme s'ils voulaient libérer, et progressivement, on devait compter un Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Bon, en vrai, après, ça s'est transformé en chocolat de Noël. On comptait 1 chocolat de Noël, 2 chocolats de Noël, parce que c'était cette période-là. Mais en gros, on a forcé la rencontre prolongée progressivement. Ce curseur-là, eh ben, c'est peut-être celui qui nous plaît le plus dans la démarche de création. C'est cette idée d'un moment de déléguer aux élèves. Ben là, c'était pas facile. Hein. On se rappelle que la prof, elle avait une classe qu'elle voulait serrer dans la classe ordinaire. Et dans la classe de CLIS, ben, si on les laissait un peu tout faire, ça partait dans tous les sens ou ça ne se faisait pas. Donc, c'est la partie à la fois la plus complexe. On sait que les coopérations sont plus acceptées si le prof dirige. Ici, le prof va progressivement déléguer le pouvoir aux élèves. D'ailleurs, on faisait un jeu du stop-action. Et un élève avait le pouvoir de dire stop, un autre élève avait le pouvoir de dire action. Et donc, on déléguait progressivement ce pouvoir. Et ici, c'est la matérialisation hein, qui force les lieux de rencontre, mais qui va amener et qui va induire les mouvements. Donc, bien sûr, les objets qui ont été choisis ont incité les élèves à trouver des mouvements collectifs, des statuts collectifs. Hein, le carton, la chaise, c'est pas anodin. On n'a pas mis un foulard, on n'a pas mis un chapeau, on a mis vraiment des objets que les élèves étaient un banc, une table, voilà, des objets qu'on était amenés à partager et à exploiter ensemble. Et le dernier curseur hein, qui vient, c'est que derrière ce travail, on a armé le regard des élèves. Donc on est passé d'élèves qui étaient plutôt sur des jugements, j'aime pas, ah il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, à des élèves qui disent voilà ce que j'ai vu. À un moment j'ai vu. Et on est allé plus loin, c'est qu'on a demandé à ces élèves de dire trouve-nous les bonnes idées. Alors ça passe par le jeu des 7 différences, etc. Et c'est donc les élèves, et là c'était vraiment intéressant. On est passé d'élèves qui disaient Twiggy, regarde ce que j'ai eu comme bonne idée, regarde ce que j'ai aimé, à des élèves qui attendent le retour des spectateurs pour que ce soit eux qui disent les bonnes idées qu'ils ont vues. À un moment, ils ont fait ça. À un moment, donc on est passé vraiment par la valorisation des bonnes idées, on est passé par la structuration de ce spectateur qui va chercher l'originalité. Donc, bilan de l'aventure, qui inclut qui? L'art de la différence a permis aux élèves en situation de handicap d'offrir des mouvements non stéréotypés aux élèves de la classe ordinaire et vice-versa, cette classe ordinaire a aussi amené ses élèves du LIS à partager un même espace avec des élèves plus en mouvement qui pouvaient parfois les mettre en difficulté, mais on a vu que justement ces élèves-là ont progressivement accepté le contact, ont progressivement construit des interactions sociales qui sont au cœur de notre volonté de départ. Voilà, donc c'était ma conclusion.